Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition de Parole de Manager. C'est un fauve de Bazou Bangui. Son adresse et son humilité ont fait de lui un monsieur qui marque déjà son temps et certainement des générations. Lui, c'est monsieur Stanislas Alima, fondateur de l'entreprise Alizé Construction, que nous recevons aujourd'hui en posture d'invité. Il partagera avec nous sa vision dans son secteur d'activité, vu de son pays, la Centrafrique. Présentez-vous. Alors je vous remercie, je suis Jean-Stanislas Alima, j'ai 64 ans, je suis centrafricain de naissance. Je suis né à Bambari, dans une ville qui est pratiquement à 400 km de la capitale Bangui. Et j'ai créé mon entreprise il y a à peu près 27 ans maintenant aujourd'hui. Et donc on évolue dans ce secteur qui est assez difficile. Mais bon an, mal an, on arrive quand même à s'en sortir malgré les événements que vous avez un peu cités en introduction. Alors, la Centrafrique est un pays très vaste puisque nous avons 623 000 km² pour à peine 5 millions d'habitants. Donc tout est à faire et le secteur BTP est un secteur très porteur parce que tout est à construire chez nous. Vous savez que nous avons des changements de régime en moyenne tous les 10 ans, donc ça veut dire que c'est un éternel recommencement et il faut vraiment faire preuve d'abnégation pour pouvoir lutter dans ce marasme politico-militaire là pour arriver à s'en sortir et sortir son épingle du jeu. Comment avez-vous réussi à garder le cap jusqu'ici et y a-t-il eu des moments de doute après cette période de chaotique dans votre pays? Alors je vous remercie pour cette question parce que, indépendamment des problèmes politico-militaires que nous connaissons, le monde entier a subi la pandémie de la Covid-19 et évidemment cette pandémie impacte les entreprises parce qu'il y a un coût additionnel. Il y a un coût d'abord des matières et des produits, des matériels de construction pour lesquels les gens profitant de la situation de pandémie internationale, il y a une augmentation de toutes les denrées, que ce soit même le ciment, les fers, enfin tout ce qui rentre dans les BTP. Donc est-ce que c'est une excuse? Mais je pense qu'il y a effectivement des choses qui ont créé. Vous savez, il y a une pénurie par exemple de containers au niveau du transport mondial, dans les navires, etc. Donc les prix ont augmenté, tout le fret maritime a vraiment augmenté, et puis ça se ressent évidemment parce que les pays producteurs n'ont pas pendant plusieurs mois pu livrer leurs clients, et donc ça s'est répercuté, c'est la loi internationale de l'économie, tout ce qui est rare et cher. Donc, et également, à ces coûts se sont ajoutés les coûts propres au Covid pour l'achat de gel, de masques, de matériel de lavage des mains, donc ça crée des coûts aussi. Donc il y a un impact Covid qui s'est installé donc dans les entreprises et qui a un coût réel aujourd'hui. Il y en a qui ont effectivement pris en compte les coûts dus à l'impact Covid, donc on a pu gérer avec eux ces coûts-là qui ont été pris en charge en partie, mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu en tenir compte et malheureusement c'est un risque commercial que nous courons et nous devons, dans le cadre de la santé de nos employés, veiller à ce qu'il y ait les mesures barrières, etc., pour qu'on évite la pandémie au maximum. Alors, les doutes, nous, je dirais, en Centrafrique, ça fait quand même une trentaine d'années que nous gérons des crises. Donc, l'expérience étant là, il y a effectivement des choses que nous faisons, des choses que nous ne faisons pas. Il y a des zones que nous évitons pour des raisons sécuritaires. Mais bon an, mal an, on arrive quand même à s'en sortir en prenant des mesures de précaution et en essayant bon, vous savez, nous ne sommes pas des politiques, mais nous subissons un peu tous les affres de la guerre, etc. Donc, mais on essaie de s'adapter aux situations, ce qui évidemment baisse les marges que nous pouvions espérer. Il y a parfois des situations qui sont très compliquées au niveau du transport, des matériels, etc., dans les provinces, etc., et tout ça, mais on arrive quand même à gérer
Et avec le peu de choses que nous faisons, on essaye de le faire et de le faire bien. Parlez-nous de votre entreprise et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans les BTP? Écoutez, moi, c'est une vocation qui m'est née il y a donc plusieurs années, simplement parce que le constat, vous savez, nous sommes un pays enclavé, nous sommes quand même à 1500 km de la mer, et donc c'est quand même un handicap supplémentaire. Et pourquoi le BTP? Parce que simplement, en tant que Centrafricain, j'ai voulu contribuer au développement de mon pays, et qui mieux que des œuvres peuvent parler à votre place, puisque quand vous construisez une maison, elle est faite pour durer. Et donc c'est un peu la trace que je laisse dans mon pays avec ce que j'ai pu construire. Et c'est vrai, lorsque plus il y a d'entreprises, moins il y aura de chômage. Et lorsque quelqu'un a quelque chose à manger dans son assiette, il ne surveille pas l'assiette du voisin. Mais lorsque son assiette est vide, il se préoccupe de voir qu'est-ce que le voisin a mangé pour que lui aussi puisse manger. Donc c'est un peu, c'est trivial, mais en tout cas c'est une réalité. Donc plus nous aurons des activités, plus les gens qui n'ont rien à faire éviteront de prendre des armes pour pouvoir... l'arme est devenue un peu le passeport pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir, etc. Tandis que si les gens faisaient de l'agriculture, s'il y avait des travaux, du travail dans les différentes structures, etc., ils seraient occupés à travailler plutôt que de prendre des armes pour déstabiliser un peu la situation. Vous êtes à la tête d'Alizé Construction. Alors, quelle est la plus-value de cette entreprise? Alors, Alizé Construction est une entreprise de bâtiments et travaux publics. Nous nous sommes spécialisés dans les constructions et nous avons un projet de glisser vers les travaux publics pour les entretiens routiers, etc. C'est le développement naturel, je dirais, des entreprises de construction. Mais dans la construction, nous avons créé des agences bancaires, des stations-service. Nous avons fait beaucoup d'assainissement dans la ville de Bangui. Et puis nous construisons des hôpitaux, il y a beaucoup, et également pour des privés, pour des villas individuelles, etc. Donc l'éventail est relativement large de ce que nous faisons. Nous faisons des réhabilitations comme nous faisons des constructions neuves. Après un pareil chaos qui a plongé votre pays dans le désarroi, on imagine que votre portefeuille de comment applique du volume? Si oui et non, pourquoi? Je pense que lorsqu'une entreprise se situe dans un secteur qualitatif et dans un secteur de longue durée, il va faire en sorte d'exister pour longtemps. Et si vous voulez exister pour longtemps, il faudrait que vous fassiez de la qualité. C'est la qualité de votre travail qui va vous apporter du travail. Donc Dieu merci, je ne me plains pas, j'ai pas mal de chantiers que nous exécutons aujourd'hui. Et si j'ai un conseil à donner aux apprentis entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce secteur, je pense que d'abord il faut du sérieux, il faut trouver des compétences, parce que ça manque parfois, on est obligé d'avoir des compétences ailleurs qu'en Centrafrique pour les faire venir, pour exécuter les chantiers. Et puis je pense que lorsqu'on est sérieux et que, vous savez, on dit souvent la confiance se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres. Vous avez un seau dans lequel la confiance rentre tous les jours, mais le jour où ce seau se renverse, vous avez perdu. Et après, pour regagner la confiance des gens, c'est vraiment compliqué. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est d'abord le sérieux et puis la qualité dans le travail. Bon, je pense que mon portefeuille s'est stabilisé et puis la tendance est plutôt à la hausse en fonction des résultats et de l'appréciation des gens de notre travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, Alizé Construction est une entreprise en progression par rapport au passé, parce que nous avons beaucoup investi dans l'outil de production et nous avons également étoffé nos équipes d'encadrement pour pouvoir répondre justement à l'offre qui est là aujourd'hui en Centrafrique. Quelle est l'attitude, pour finir, qu'un entrepreneur devrait adopter pour ses investissements en temps de crise? Alors la question est importante et elle est vaste. Bon, maintenant, quelle attitude adopter? Je pense que, bon, si on dit que l'argent n'aime pas le bruit, un investisseur ne va pas investir son argent
s'il y a un risque pays qui est trop important. Donc, mais je pense que le soleil brille pour tout le monde et si on est sérieux et qu'on est travailleur, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, je n'ai pas 36 conseils à donner aux gens, mais simplement qu'il faut être sérieux dans son travail, il faut aimer ce qu'on fait, il faut le faire en pensant à demain, mais ne pas voir simplement l'échéance très proche, mais investir dans l'avenir. Et puis, l'important, c'est de savoir quelle Centrafrique nous allons laisser à nos enfants. Et donc, moi, j'encourage un peu tous les politiques à déposer les armes, à se mettre autour d'une table et avoir un dialogue inclusif qui implique toutes les couches de la société afin qu'on puisse trouver des résultats parce qu'on ne va pas continuer dans les conflits pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je pense que chaque fois qu'une guerre éclate, on perd des années et c'est difficile parce que nous avons par exemple au niveau agricole perdu des filières complètes comme la cotonculture ou la caféiculture parce qu'à l'époque nous allions dans les provinces avec des moyens financiers pour acheter le coton, acheter le café aux mains des paysans. Aujourd'hui, l'insécurité fait que nous ne pouvons pas nous balader avec des sommes d'argent sur nous. Donc ce sont des filières qui ont disparu aujourd'hui alors que c'est des filières qui utilisaient énormément de main-d'œuvre. Alors, tous ces gens-là qui aujourd'hui sont dans l'incapacité d'aller cultiver leurs champs, etc., sont dans une misère quand même noire. Et il faudrait que les politiques se ressaisissent pour dire que ce pays-là appartient à tous et qu'il faudrait que vraiment on se décide à le développer. À très bientôt dans votre prochaine édition de votre émission Parole de Manager.